Son plan est d'une merveilleuse simplicité. Séparer les Autrichiens des Piémontais pour les attaquer successivement, en commençant par l'armée du Piémont. Napoléon avait toujours pour principe d'essayer d'être en nombre supérieur sur un point donné. Donc d'essayer de diviser les ennemis, de les battre en détail, de façon à compenser l'infériorité numérique globale. Napoléon a toujours professé qu'on ne fait pas la guerre avec des théories. Vous faites ce que vous avez à faire et vous le faites vite. Il faut surprendre l'ennemi et l'assommer si c'est possible. En seulement 2 semaines, il remporte 6 batailles, fait des milliers de prisonniers et casse les reins de l'armée piémontaise. Il n'y a plus moyen d'y rien comprendre. Nous avons affaire à un jeune général qui est tantôt devant nous, tantôt derrière, tantôt sur nos flancs. Cette manière de faire la guerre est insupportable et viole tous les usages. Un prisonnier piémontais. Le 24 avril, le Piémont capitule. Bonaparte exige un tribut en pièces d'or et d'argent pour payer ses soldats. C'est la première solde qu'il touche depuis des années. Bonaparte a beau être très occupé, il ne se passe pas un jour sans qu'il écrive à Joséphine, et souvent plusieurs fois de suite. Je t'aime tous les jours davantage. L'absence guérit les petites passions, elle accroît les grandes. Je n'ai pas passé un jour sans t'aimer. Je n'ai pas passé une nuit sans te serrer dans mes bras. Je maudis la gloire et l'ambition qui me tiennent éloigné de l'âme de ma vie. Ton portrait et tes lettres sont sans cesse devant mes yeux. Je ne suis rien sans toi. Je conçois à peine comment j'ai existé sans te connaître. Adieu, ma bien-aimée. Un baiser sur ta bouche, un autre sur ton cœur et un autre sur ton petit absent. Joséphine est loin de répondre avec la même ardeur à cette passion. Il lui arrive même de lire des passages de ses lettres à des amis pour les amuser. L'armée du Piémont vaincue, Bonaparte peut se retourner contre les Autrichiens qui font mouvement vers l'Est, décontenancés par des méthodes de guerre aussi inattendues. Il attaque tous les jours. Il attaque même quand il y a de la neige, il attaque la nuit, il attaque quand il fait froid, alors que d'habitude, c'est pas la règle du jeu. Il cherche l'ennemi, il le combat, alors que l'autre pense que ça va s'arrêter, lui continue. Le lendemain, il refait une bataille, le surlendemain, une autre bataille, et il surprend. Le 10, Bonaparte se porta sur Lodi à la tête de ses grenadiers. Le général autrichien a chargé 3 bataillons de Croates de défendre les ponts de l'Adda et a placé là 14 pièces. Bonaparte courut de sa personne jusqu'à l'entrée du pont et résolut alors de l'enlever d'assaut. Clausewitz, la campagne d'Italie. Il n'y a pas du tout de tactique. Quand il y a des troupes qui arrivent d'une manière si enthousiaste et si rapide, ça surprend l'ennemi. C'est l'enthousiasme, et on s'y lance, et tout le monde joue le jeu, et tout le monde risque la mort et passe. Il n'hésite pas à charger lui-même les canons. Un travail de caporal. Mais il veut être à leur côté. Il prend des risques physiques, même si les boulets tombent à côté de lui, ça s'est passé plusieurs fois, eh bien, il n'a pas peur. L'infanterie et l'artillerie autrichienne furent épouvantées par l'audace de l'attaque, et bientôt leurs armes devinrent silencieuses. Clausewitz. Le résultat est spectaculaire. Ce fut loin d'être une grande bataille, mais il avait su imposer sa volonté à ses hommes aussi bien qu'à l'ennemi. C'est à ce moment-là vraiment qu'il est convaincu
qu'il a une bonne étoile et que la destinée va lui être favorable et qu'il est appelé à faire de grandes choses. Ce n'est qu'après Lodi qu'il me vint l'idée que je pourrais bien devenir après tout un acteur décisif sur notre scène politique. Alors naquit la première étincelle de la haute ambition. Mémorial de Sainte-Hélène. Le 5 mai 1796, Bonaparte entre dans Milan à la tête de ses troupes. Toute la ville est là pour acclamer le général victorieux qui les a libérés du joug autrichien. Mais plus qu'un vainqueur, Bonaparte se veut un libérateur qui va prendre en main le destin de l'Italie. Peuple d'Italie, l'armée française vient rompre vos chaînes. Le peuple français est l'ami de tous les peuples. Nous n'en voulons qu'au tyran qui vous asservisse. Ce triomphe éclatant cache les pires tourments. Malgré ses supplications, Joséphine tarde à le rejoindre. Elle trompe Napoléon avec un jeune officier infiniment plus séduisant que Napoléon. Elle n'est pas, à l'époque, amoureuse de Napoléon. Elle a peur de s'ennuyer en Italie parce que à Paris, c'est une vie de fête, de luxe extraordinaire. Joséphine, tu devais partir le 5 de Paris. Tu devais partir le 11. Tu n'étais pas parti le 12. Un jour peut-être viendra où je te verrai, car je ne doute pas que tu le sois. Je ne sais pourquoi depuis ce matin je suis plus content. J'ai un pressentiment que tu es parti pour ici. Cette idée me comble. Bête que j'étais, je t'attendais le 13. Comme si une jolie femme pouvait abandonner ses habitudes, ses amis, sa Madame Tallien et un dîner chez Barras. Joséphine va recevoir des lettres de ce genre pendant des semaines. Il lui devient impossible d'atermoyer. Elle doit se décider à quitter Paris. À Milan, elle sera logée au somptueux palais Serbelloni que Bonaparte a fait remplir de fleurs. Ils vont y passer une nuit, pas plus. Bonaparte, en effet, doit aussitôt repartir faire ce qu'il fait de mieux, la guerre. L'armée autrichienne qui a reçu des renforts constitue encore une menace réelle. Bonaparte va la poursuivre en lui assénant une série de coups violents, pour finir, en janvier 1797, par la bataille de Rivoli, qui durera 3 jours. C'est en Italie qu'est née la légende de l'invincible Bonaparte. Il s'est révélé un incomparable chef de guerre pendant cette campagne, mais il a aussi fait preuve d'un remarquable talent pour vanter ses mérites et promouvoir son image. Bonaparte, dès ses premiers succès, a compris qu'il ne suffit pas de remporter des victoires, il utilise l'image en sorte que ces victoires de l'armée d'Italie vont être connues en France. Napoléon, d'emblée, s'est composé un personnage. Il a d'emblée arrangé son histoire. Il crée une presse, des journaux, la France vue de l'armée d'Italie, le courrier de l'armée d'Italie, qui exalte ses victoires. C'est Bonaparte lui-même qui rédige certains de ces journaux et notamment il écrit de lui-même « Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre ». Malheureusement pour les Italiens, Bonaparte ne se contentera pas de les libérer des Autrichiens, il va aussi les débarrasser de quelques-unes de leurs plus prestigieuses œuvres d'art. Pour satisfaire l'avidité du Directoire, il fait acheminer vers la France des chefs-d'œuvre du Titien, de Raphaël, du Caravage, jusqu'au célèbre quadrige de la place Saint-Marc. Tout ça trouvera place au tout nouveau musée du Louvre. La mise en coupe réglée de l'Italie n'est toutefois pas la seule occupation de Bonaparte. Il a continué à poursuivre les Autrichiens et 2 mois après la bataille de Rivoli, les voilà repoussés de l'autre côté des Alpes. Lui-même se retrouve à une centaine de kilomètres de Vienne.
Assommé par la déconfiture de ses troupes, l'empereur d'Autriche demande la paix. Bonaparte décide de négocier lui-même. Il exige la Belgique, la rive gauche du Rhin et un gros morceau d'Italie pour y tailler une république sœur. Les Autrichiens atterrés font traîner les choses. Napoléon était un être colérique, parfois avec des réactions physiques très violentes. Et comme les négociations traînaient, Napoléon s'est agité, marché en long et en large, en travers, et en marchant, et il a heurté le petit guéridon sur lequel était le service à thé, et il l'a renversé. Voyez, telle sera votre monarchie autrichienne avant 3 mois. Je vous le promets. Mémorial de Sainte-Hélène. Et il obtient ce qu'il a exigé, ayant négocié seul, sans instruction de Paris. Il a vu que son intelligence, ses capacités étaient bien au-delà du militaire. Non seulement il est devenu un grand général, mais il est devenu un futur chef d'État possible. Et tout le monde s'en rend compte, non seulement en Italie, mais en France. Son retour à Paris est triomphal. Nous sommes à la fin de 1797 et le vainqueur de la campagne d'Italie vient remettre au Directoire le texte du traité qu'il a conclu et qui met fin à la guerre en Europe. Seule l'Angleterre a refusé de désarmer. Il n'a que 28 ans et vient d'écraser avec son armée de 20 nu-pieds la prestigieuse armée autrichienne sans perdre une bataille. En place depuis 2 ans, le Directoire est un régime instable, impopulaire, en butte à des coups d'État fréquents. Et la France, dans ses profondeurs, rêve d'un héros. Elle attend le sauveur qui la sortira du chaos dans lequel la Révolution a sombré. Tout naturellement, l'opinion regarde du côté de Bonaparte. Ce que j'ai fait jusqu'à ce jour n'est rien. Je ne me sens qu'au début de ma course. Je suis incapable désormais d'obéir à un autre. J'ai goûté au commandement et je ne saurais y renoncer. Bonaparte, cité par Bourrienne. Mais Bonaparte n'est pas pressé. Le fruit n'est pas encore mûr, confie-t-il à un proche. Il ne peut pas non plus rester à ne rien faire. On a si vite fait de passer de mode. Il lui faut une nouvelle expédition où mettre en valeur ses qualités militaires sans trop de risques. Ce sera l'Égypte. C'est une chose complètement aberrante. L'expédition d'Égypte est probablement l'expédition la plus folle de l'histoire de France. À peine débarqué, Bonaparte s'empare sans difficulté d'Alexandrie. Et le 3 juillet, il part avec ses troupes pour le Caire. L'Égypte fait partie de l'Empire ottoman depuis des siècles et sa cavalerie est composée de féroces guerriers, les Mamelouks, qui ont une réputation redoutable dans tout le Proche-Orient. C'était à l'origine des esclaves venant du Caucase et qui formaient la garde du sultan. C'est contre ces guerriers que l'armée de Bonaparte va se battre. Comme avant chaque bataille, Bonaparte va adresser une proclamation à ses troupes. Les mots qu'il leur dit ce jour-là resteront célèbres. « Soldats, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. » Et la bataille des pyramides s'engage. Les Mamelouks chargent, rapides comme l'éclair et violents comme la foudre. Les soldats de Bonaparte restent groupés pour recevoir la charge, retenant leurs tirs jusqu'à ce que les Mamelouks se trouvent à 50 pas de leur première ligne. Les Mamelouks affrontent les canons avec leurs sabres et leurs chevaux.
avec des armes du Moyen-Âge. C'était une rencontre entre l'Europe de l'avenir et l'Égypte du passé. En 1 heure, la bataille des pyramides est gagnée. Les Français ont perdu 30 hommes. Les Mamelouks, probablement 5 à 6 000. Je me suis pris à rêver. Je me voyais fondant une nouvelle religion. Comme Mahomet avec le glaive et le Coran. Nous allions l'épée dans une main, les droits de l'homme dans l'autre. Bonaparte. Un terrible coup de semonce allait mettre fin à ses rêves. 10 jours après la victoire des pyramides, un certain amiral Nelson cerne l'escadre française en rade d'Aboukir et la détruit. Bonaparte et son armée de 35 000 hommes sont désormais coincés sur le sol égyptien. Alors que Bonaparte se morfond au Caire, son épouse s'est organisée une vie très agréable. Elle s'est offert à une dizaine de kilomètres de Paris une jolie demeure au cœur d'un domaine de 150 hectares, la Malmaison. Elle y passe des jours idylliques en compagnie d'un jeune amant, le capitaine Charles. Junot, son aide de camp, apprend à Bonaparte son infortune. Le voile est entièrement levé. Je suis ennuyé de la nature humaine. J'ai besoin de solitude et d'isolement. Les grandeurs m'ennuient. Le sentiment est desséché. La gloire est fade. À 29 ans, j'ai tout épuisé. Bonaparte n'est pas à ce point-là dégoûté de la gloire. Dans son palais du Caire, il aime s'imaginer en potentat oriental ou en moderne Alexandre. Et il est venu en Égypte à la tête d'une armée. Il se trouve, du jour au lendemain, à la tête d'une nation. Et pas n'importe quel pays. C'est l'Égypte. Le Directoire avait donné à Bonaparte le commandement d'une expédition militaire et scientifique. C'est cette partie scientifique de la mission qui sera à coup sûr la mieux remplie. Les savants de toutes disciplines qui l'ont accompagné vont accomplir une œuvre incomparable de topographie et de classification. Le catalogue descriptif de l'Égypte qu'ils vont réaliser, texte et illustration, n'a sans doute son pareil nulle part. Toutes les disciplines sont concernées, zoologie, archéologie, musique, rites funéraires, sculpture, peuplement. Et cette découverte, qui aura des suites considérables, la pierre de Rosette, grâce à laquelle Champollion parviendra bientôt à déchiffrer l'écriture égyptienne. Cette œuvre, publiée par les savants qui ont accompagné Napoléon, est le fondement de l'égyptologie, encore aujourd'hui. Les vraies conquêtes, les seules qui ne donnent aucun regret, sont celles que l'on fait sur l'ignorance. Discours de Bonaparte à l'Institut. Le 14 février 1799, Bonaparte part avec 14 000 hommes pour conquérir la Syrie. Le sultan turc a en effet déclaré la guerre sainte contre les Français. Et Bonaparte, comme d'habitude, prend les devants. Il enlève Jaffa sans coup férir avant de faire le siège de Saint-Jean d'Acre. Les assauts successifs contre la ville échouent et les pertes françaises sont lourdes, bientôt aggravées par la peste.
Bonaparte doit abandonner le siège et se replier vers le Caire à la tête d'une armée décimée et démoralisée. L'armée arrive à un stade de démoralisation très grand. À mesure que le temps passe, on se demande pour quelle raison on se trouve en Égypte. La République n'est pas menacée. On voit les camarades mourir de la peste, de la dysenterie, de toute une série de maladies. De retour au Caire, il refuse de reconnaître l'étendue de son désastre. D'ailleurs, les seules nouvelles d'Égypte qui parviennent en France sont glorieuses. L'armée française ne fait que voler de victoire en victoire. Bonaparte a secrètement préparé son départ. Et le 23 août 1799, il s'embarque à l'insu de tous, laissant derrière lui 30 000 hommes bloqués en Égypte. Soldats, les nouvelles d'Europe me décident à partir pour la France. Il m'est pénible de quitter des soldats que j'aime, mais cette absence ne sera que momentanée. La France est de nouveau en guerre. À l'intérieur, la situation est toujours aussi chaotique, et nombreux sont ceux qui s'attendent à un coup d'État. Bonaparte rêve de jouer les sauveurs, mais n'est-il pas déjà trop tard? Le vent d'ouest s'élevant de nouveau avec violence nous contraignit d'entrer le 1er octobre dans le golfe d'Ajaccio. Bonaparte fut impatienté de ce retard. Que deviendrais-je si les Anglais qui croisent dans ces mers apprennent mon séjour forcé en Corse? Mémoire de Bourrienne. Le 9 octobre 1799, lorsqu'il débarque à Fréjus, il est accueilli comme un héros. Désastre militaire, l'Égypte est un triomphe médiatique. Dans les théâtres, qu'est-ce que l'on joue? L'expédition d'Égypte, la victoire des pyramides. Quand il arrive, il est considéré comme l'homme de la situation. Le coup de génie de Napoléon, c'est de venir en France à ce moment-là et de dire « Vous avez besoin d'un sauveur, c'est moi ». Dans toutes les gravures de l'époque, on voit les 2 frégates qui l'ont amené d'Égypte en France, avec au-dessus de la première frégate, une étoile. Et Napoléon était convaincu que lui aussi était destiné à de grandes choses, et il y a cru d'une manière totale, quasi fataliste. Le 16 octobre, il est à Paris. Avant tout, il lui faut régler le cas de Joséphine. Il est loin désormais, l'amoureux transi suppliant son idole. Maintenant, c'est lui le maître, et il est résolu à divorcer. À peine arrivé chez lui, il monte dans sa chambre. Refuse de voir Joséphine. Jamais je ne lui pardonnerai, dit-il, jamais. Mais elle est bien décidée à le reconquérir. Elle monte l'escalier qui conduit à la chambre de Bonaparte et le supplie de la laisser entrer. Napoléon, à force d'entendre sa femme pleurer, implorer, supplier et l'entendre dire qu'elle ne recommencera plus, et ouvre la porte de sa chambre. Bonaparte finira par céder, et à l'aube, les 2 tourtereaux réconciliés fileront à nouveau le parfait amour. Simplement, le rapport de force a changé. Joséphine n'aura plus jamais d'aventure, alors que Bonaparte ne s'en privera pas. Il faut bien tenir son rang. À Paris, la situation politique continue à se dégrader. Le Directoire, qui siège au Palais du Luxembourg, craint d'être renversé. Et Sieyès, le plus actif des 5 directeurs, décide de prendre les devants. L'intention de Sieyès est de tenter un coup d'État légal pour réviser la Constitution. Pour cela, il a besoin d'un sabre.
Sans la certitude d'avoir les armées pour soi, on ne peut rien faire. Pour le reste, Sieyès n'a pas prévu grand-chose, si ce n'est de substituer un autre nom à celui du directoire devenu odieux, Mémoire de Talleyrand. Ce coup d'État tel que le prévoit Sieyès est un coup d'État politique dont Sieyès est le maître d'œuvre et où le sabre n'est en fait qu'un adjuvant au cas où les choses tourneraient mal. Mais le général Bonaparte n'a qu'un rôle d'appui dans ce coup d'État. Sieyès et Bonaparte passent à l'action le 9 novembre 1799, le célèbre 18 Brumaire. On partait du principe que les chambres accepteraient de se saborder et nommeraient un gouvernement provisoire chargé de repartir à zéro et de rédiger une nouvelle constitution. On pensait que les baïonnettes n'auraient jamais à être sorties des fourreaux et qu'aucun coup de feu ne serait tiré. En un mot, Sieyès et Bonaparte ne veulent pas prendre le pouvoir. Ils veulent que celui-ci leur soit offert. Et pour mener à bien leur plan, les deux comploteurs ont un allié dans la place, le président du Conseil des 500, Lucien Bonaparte, le frère de Napoléon. Le Conseil des Anciens, sous prétexte de l'agitation qui régnait dans Paris, transféra le corps législatif à Saint-Cloud. On se flattait par là de prévenir tout obstacle au plan concerté. La garde directoriale, une foule d'officiers généraux et de militaires de tout grade, se portèrent à Saint-Cloud. Malgré cet appareil de force, on rencontra dans le Conseil des 500 une opposition telle qu'il s'en fallut de peu qu'elle ne fit tout échouer. Mémoire de Talleyrand. En effet, Bonaparte a voulu pénétrer dans la salle où siège l'Assemblée. Il est pris à partie par les députés. Le désordre s'installe. Lucien se rend compte que Napoléon va rater le coche. Il s'enflamme, brandit son sabre, se dirige vers Napoléon, en appuie la pointe sur la poitrine de son frère et dit « Croyez-moi, si Napoléon avait l'intention de s'emparer du pouvoir, c'est moi-même qui transpercerai son flanc. » La troupe envahit l'Assemblée et la situation est aussitôt retournée. Terrorisés, la plupart des députés s'enfuient, au besoin par les fenêtres. On en récupérera quelques-uns pour leur faire signer la remise du pouvoir, exécutif et constitutionnel, à un triumvirat de consuls, dont bien sûr Sieyès et Bonaparte. Ce triumvirat n'est en réalité qu'une façade. Le coup d'État de parlementaire est devenu un coup d'État militaire. Et l'homme fort qui était Sieyès ne l'est plus, c'est maintenant Bonaparte. Les choses ne vont pas traîner. Il ne faudra que quelques semaines à Bonaparte pour supplanter ses deux collègues et faire rédiger une constitution à sa seule convenance. Lorsqu'arrive l'année 1800, Bonaparte est le seul maître de la France. Il a 30 ans. La guerre a porté Bonaparte au pouvoir, et la guerre va lui permettre de s'y maintenir. Car la guerre continue. L'Angleterre et l'Autriche n'ont pas renoncé à se battre et Bonaparte doit partir retrouver les champs de bataille. Ce retour sera marqué par un magnifique coup d'éclat. Il entreprend de faire traverser les Alpes au col du Grand Saint-Bernard par son armée, 40 000 hommes, plus l'artillerie et l'intendance.